Rocaillé, bonjour, ravi que vous soyez là. Bonjour. Rédacteur en chef du Figaro Histoire. Alors, vous avez largement participé à la fabrication du Figaro hors série. 6 juin 1944, voilà, on le voit le jour le plus long. Je vous le conseille et c'est très intéressant. Ce 6 juin 1944, c'était un jour prévu de longue date ou pas vraiment ? Il y a eu plusieurs hésitations, évidemment. Oui. On les connaît, liées à la météo, etc. Ça, c'est la partie la plus connue aujourd'hui. On s'est demandé où est-ce qu'il fallait débarquer également. Oui. Il y avait eu évidemment la prévision d'un autre débarquement dans les Balkans. C'était l'option de Churchill, et qui évidemment ennuyait Staline, parce que ça permettait aux Alliés d'arriver à Berlin avant les Russes. Et donc évidemment, c'est cette option-là qui a été refusée, et qui a été aussi refusée par Roosevelt, qui se voyait bien partage avec Staline se partageait l'essentiel du monde à la fin de la guerre, et finalement c'est l'option du débarquement par la façade ouest de l'Europe qui a été retenue. Donc ça, c'est la première chose. Et puis il y a une autre préparation qui est peut-être moins connue, c'est toute la série des manœuvres d'intoxication qui ont été faites pour justement égarer les Allemands. On va y venir évidemment, c'est très intéressant. À partir de quand ce débarquement est concrètement envisagé par les Américains et les Britanniques ? Ils y pensent dès le milieu de la guerre, au moins depuis l'année 42. D'accord. Et ensuite... Donc ils y pensent, mais est-ce qu'on dit « allez, on va le faire » ou pas encore ? Pas encore, parce qu'on attend... Déjà, il y a la question du second front à élucider. Donc, est-ce que c'est les Balkans ou est-ce que c'est l'Atlantique ? D'accord. Et ensuite, même sur la côte atlantique, il y a plusieurs possibilités. Ça peut être très au nord, du côté de la Norvège. Ça peut être un peu moins au nord, du côté du Pas-de-Calais. Et ça peut être la Normandie. Et effectivement, les Alliés vont essayer de trouver l'endroit le plus favorable, sachant que se met en place la technique des ports artificiels que les Allemands ignorent totalement. Oui, parce que les Allemands ignorent cette possibilité-là. Ils se disent qu'il y a besoin d'un vrai port classique ils se disent il faut débarquer. Il faut un port en eau profonde. Donc, comme il n'y a pas de port en eau profonde à l'endroit où le débarquement a finalement eu lieu, les Allemands écartent cette hypothèse assez vite. Bon, les Américains résistent à l'idée, c'est la population qui n'a pas forcément envie de voir ces jeunes hommes débarquer en Europe. C'est pour ça qu'on hésite au début côté américain. Si vous voulez, c'est plutôt du côté politique qu'il a fallu que Roosevelt emporte le morceau. Question politique. Bien sûr, oui. Après, il y a eu un consentement d'une façon assez générale, mais on revient toujours à l'idée quand même, évidemment, quand on se place du point de vue des GI, ils sont venus donner leur vie pour une terre dont ils ignoraient tout. Ils avaient quelques racines européennes, mais la France proprement dite, ils ne savaient pas ce que c'était. Alors justement, dans l'imaginaire collectif, moi j'ai vu tous les films hollywoodiens, c'est les Américains qui ont débarqué. Mais les Britanniques ont participé largement, les Canadiens aussi. C'est quoi le pourcentage, c'est peut-être compliqué à évaluer, mais d'investissement de chaque pays dans ce débarquement ? Non, c'est vraiment une opération interalliée classique qui est sous commandement américain. Elle est pensée d'où ? De Londres ? De Washington ? Les deux, mon capitaine ? Oui, il y a eu des pourparlers en fait pendant toute la guerre entre les cabinets militaires de Londres, de Washington. On a essayé d'ajuster les choses au fur et à mesure. Et puis après, quand on s'est décidé pour ce débarquement, on s'est réparti les zones militaires avec les plages américaines, à Mahauta et Gol, Juno du côté britannique. Les Canadiens, eux, avaient déjà versé leur sang au raid de Dieppe 2 ans plus tôt, qui avait été très meurtrier, qu'on a présenté a posteriori comme une répétition du débarquement, ce qu'il n'était pas. C'était un peu un test plutôt pour savoir ce que donnerait un débarquement, mais sans la perspective de débarquer avec cette ampleur-là et de la façon dont on l'a fait finalement en Normandie. Pourquoi ces pays ont décidé de débarquer en Europe, de sacrifier autant d'hommes ? Est-ce qu'il y a une question d'idéal, de volonté de liberté, de démocratie à travers le monde, ou il y a des enjeux économiques et peut-être une peur, peut-être encore plus pour les Britanniques, de voir les nazis arriver sur leur terre ? Évidemment, il y a un moment où, dans la deuxième moitié de la guerre, les Alliés n'ont plus le choix. Ils savent que le règne d'Hitler va devoir, ne pourra prendre fin que s'il y a un commandement interallié qui se met en place et qui décide d'interrompre tout ça. Les Britanniques avaient déjà payé cher, puisque Londres a été bombardée dès le début de la guerre. Donc, ils savaient ce que c'était le poids des bombes. Et d'ailleurs, ça va avoir un impact aussi sur la façon... Est-ce qu'il y avait une crainte d'être envahi ? Est-ce que c'est pour ça qu'ils ont devancé
penser finalement la possibilité un jour de voir les Allemands marcher sur l'île. Oui, certainement, mais maintenant, bon, à l'époque à laquelle ça s'est passé, l'Allemagne n'est quand même plus en position de force. Donc les Alliés ont quand même attendu le moment de décroissance de l'Allemagne, surtout après la rupture du pacte germano-soviétique. À partir de ce moment-là, rien n'est plus pareil pour les Allemands. Et donc le vent tourne en faveur des Alliés. Quels sont les moyens engagés, allons-y, sur ce 6 juin, en nombre d'hommes et en matériel? Alors, je ne peux pas vous faire toute la liste. Oui, évidemment, ça doit être énorme, mais les grandes lignes. C'est absolument pléthorique. Les deux armées ont mis tout ce qu'elles pouvaient dans la bataille. Ce qui est sûr, c'est qu'après, on raisonne par phase, si vous voulez. Le premier jour, ce sont plusieurs milliers d'hommes qui arrivent sur les plages du débarquement. C'est l'épisode que tout le monde connaît bien. Et ce qu'il faut surtout compter après, c'est les pertes, puisque ce jour J va faire 10 000 morts. Ce jour J va faire 10 000 morts militaires. Et on sait que les premières Américains les premières vagues ont été les plus meurtrières. Et en réalité, ça n'est une comptabilité qui ne va prendre fin qu'avec la bataille de Normandie, c'est-à-dire à la fin de l'été 44. Bien. Oui. Allez-y, Geoffroy. Oui, donc c'est quelque chose et qui va être rattrapé malheureusement au cours de l'été 44 par des morts civiles. Et c'est aussi toute la difficulté aussi de la commémoration du débarquement. Évidemment, les Normands en sont très conscients. C'est que ce qui aurait dû être au départ des frappes stratégiques limitées ont finalement pris une très grande ampleur. Tiens, c'était l'une de mes dernières questions, mais j'y viens tout de suite. Emmanuel Macron a commémoré à Saint-Lô ces victimes civiles tuées par les bombardements. C'est une première, ça. On y vient alors qu'il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, on n'en parlait pas ou très peu. Vous avez raison, moi j'observe que c'est quelque chose dont on a finalement relativement peu parlé à la fin de la guerre, parce que je pense qu'il y avait l'euphorie de la libération. Oui. On était tellement heureux d'être libérés que les ruines comptaient moins. Et je trouve qu'à mesure que le temps passe, je pense aussi parce que les villes reconstruites vieillissent pas forcément très bien, et que l'ampleur finalement des bombardements qui se sont abattus sur la Normandie, contrairement à la précision au début qui avait marqué ces bombes britanniques et qui s'est aggravée avec la fin de la bataille de Normandie, aujourd'hui frappe les gens. Et ils se posent la question qui est tout à fait légitime, est-ce qu'il a vraiment fallu ça? Et j'écoutais à la radio quelqu'un ce matin qui disait qu'il avait 6 ans au moment du débarquement et qui disait autour de moi c'était le carnage. Et quand le journaliste lui demande mais est-ce qu'il a vraiment fallu ça? Il dit oui, il fallait ça pour la libération. Mais en réalité, la réponse à cette question, elle mérite encore d'être analysée parce qu'on sait très bien que les Anglais ont eu la main lourde. Montgomery a donné à... Quel était leur intérêt de détruire des populations civiles françaises? En fait, l'intérêt, il était stratégique. On parle de bombardement stratégique et on voulait éviter un enlisement comme dans la Première Guerre mondiale. Donc, il fallait limiter en fait les pertes militaires. Et limiter les pertes militaires, ça voulait dire faire davantage de pertes civiles. Et c'est vrai que Montgomery pensait prendre Caen en 3 jours. Il a fallu 33 jours pour prendre Caen. Et la ville a été quasiment rasée. Vous parliez de Saint-Lô, 95%. Caen, c'est 75%. Et c'est vrai que on sait aujourd'hui que ces bombardements ont été trop meurtriers par rapport à ce qu'ils visaient. Donc il y a une disproportion entre les moyens employés et le but qui était poursuivi. Il y a un sujet extraordinaire, vous l'avez évoqué tout de suite en arrivant ici, Geoffroy Caillé. Comment les Allemands ont-ils pu se tromper à ce point? Comment ont-ils pu, d'abord, le premier point, avoir si peu d'informations? Il n'y avait pas de renseignements, il n'y avait pas d'espions? Alors, le renseignement allemand était beaucoup moins bon que le renseignement allié. En fait. D'accord. Ça, c'est la première chose, c'est un état de fait. Et ensuite, il faut dire que les Britanniques, en particulier, ont développé un génie. Pensons à Ian Fleming, qui fait partie à cette époque, d'ailleurs, des services secrets britanniques, ont développé un génie de la ruse. James Bond, évidemment. Voilà, et donc de la désinformation en temps de guerre, qui a atteint des proportions extraordinaires, puisqu'on a pu faire croire successivement aux Allemands que le débarquement allait avoir lieu en Grèce, ce qui a permis, ce qui fait que les Allemands ont maintenu des divisions en Grèce, ensuite en Norvège, ça a été le plan Fortitude. Et alors pour faire croire aux Allemands que on allait attaquer les Alliés allaient attaquer en Norvège, ils ont inventé une fausse armée américaine en Écosse et les médias britanniques ont relayé des matchs de football fictifs entre régiments qui étaient censés participer à cette armée et préparer le débarquement. Donc les Allemands. C'est du cinéma, c'est
c'est comme c'était du cinéma. L'affaire Mincemeat, c'est ça? Mincemeat, c'est justement celle qui devait faire croire que le débarquement allait avoir lieu en Grèce, et les services secrets britanniques ont immergé au large de l'Espagne un cadavre d'un major britannique, d'un soi-disant major britannique. Oui, alors c'était, je crois, un clochard de Londres. Hein. Exactement. Le corps d'un clochard de Londres mort quelques jours avant. Et qui avait dans sa main une mallette contenant des documents classés top secret, qui indiquait la possibilité d'un débarquement en Grèce. Les Britanniques n'avaient rien négligé. Ils sont tombés dans tous les pièges, les Allemands. Ils sont tombés, oui, dans tous ces pièges-là, en tout cas, y compris les avions en contreplaqué, les chars gonflables qu'on a disposés dans le Kent pour faire croire ensuite, c'est la partie Fortitude Sud, à un débarquement dans le Pas-de-Calais. Et que tout ça partie un peu de la mythologie de ce débarquement. Ah, c'est tout à fait réel, on a des photos de tout. D'accord, mais on a l'impression que c'est cette grande manipulation qui a fait tomber les Allemands dans le piège. Est-ce que les Allemands n'avaient pas une certitude et ont poursuivi leur certitude et s'étaient fait leur propre idée avant toutes ces ruses Non, en fait, ils ont changé plusieurs fois d'idée. Et d'ailleurs, ce qui est singulier, c'est que 3 mois avant le débarquement, Hitler est persuadé que le débarquement va avoir lieu en Normandie. Et ensuite, il change d'idée. Ah oui. Et changeant d'idée, il n'en démord plus. Donc c'est ça qui est très étonnant. Et donc finalement, il y a eu un vrai effet de surprise. Et jusque tard, pendant la bataille de Normandie, peut-être la fin de juillet, les Allemands ont encore l'idée que peut-être le débarquement de Normandie n'est qu'une première vague qui en précède une autre ailleurs. Oui, alors c'est ça. Comment est-ce qu'ils ont pu être trompés, tomber dans tous les pièges, avoir aussi peu de renseignements sur les informations? Il y a quand même des milliers, voire des millions d'hommes qui ont traversé l'Atlantique, et puis la Manche. Et enfin, ne pas réagir lorsque finalement, ça y est, ces plages sont prises. On continue à laisser des hommes et des divisions dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. Complètement. Hitler ne veut pas se séparer de sa 15e division qui reste dans le Pas-de-Calais. Et il ne la fait bouger que très tard en se disant, c'est pas possible, la Normandie reste un leurre, alors même que l'évidence est là. La 15e division stationne dans le Pas-de-Calais en attendant un éventuel second et véritable débarquement. Mais jusqu'à la nuit du 5 au 6 juin, en plus des gars qui arrivent et qui sortent des barges du débarquement, vous savez que les Britanniques ont largué 400 mannequins de 60 cm de haut, de faux parachutistes, qui ont aussi permis d'égarer les Allemands sur les zones de largage. Et du coup, les Allemands ont perdu un temps considérable à aller à droite, à gauche, et au lieu de se concentrer sur les zones sur lesquelles réellement de vrais parachutistes arrivaient. Autre question, autre légende peut-être, vous allez me dire si c'est vrai ou non, que faisait Hitler? Est-ce qu'il est vrai qu'il dormait jusqu'à 10h du matin alors que le débarquement a eu lieu entre 5h et 6h du matin? Alors, il se trouve qu'il s'était couché très tard cette nuit-là, 3h du matin. Et l'ironie du sort, c'est qu'en fait, au moment où il était encore debout, le débarquement avait déjà commencé. Parce que le débarquement a commencé peu après minuit. À 3h du matin, il était encore debout, il se couche, et il n'est réveillé qu'à 10h du matin par son aide de camp, qui lui dit « le débarquement a commencé ». Et là, c'est la phrase, alors c'est une phrase en réalité qui est devenue titre d'un livre dans les années 60, qui était prononcée sur les plages du débarquement, mais elle a dû être répétée par l'aide de camp d'Hitler à Hitler, « Sie kommen, ils arrivent ». Ils arrivent. La phrase que personne ne voulait entendre, et qui a dû finir par être prononcée, parce que la réalité était là. Ces hommes, on a de moins en moins de témoignages, évidemment, puisque cela fait désormais 80 ans, ce sont des hommes qui ont une centaine d'années aujourd'hui. Vous en avez, j'imagine, rencontré, vous avez discuté avec eux hier soir. Comment ils réagissent? Comment est-ce qu'ils peuvent se jeter dans cette mer froide et aller à la mort? C'est quelque chose. Est-ce qu'on sait l'expliquer? Est-ce que eux savent l'expliquer? Non, ils ne l'expliquent pas. Ils disent qu'à un moment, il faut imaginer qu'ils ont 20 ans à l'époque. À un moment, ils y vont tout simplement. C'est un peu, si vous voulez, la situation du fantasme. Ils ont le choix en même temps. D'une certaine façon, ils n'ont pas le choix. Ils savent qu'ils sont là pour ça. Sauf qu'il y a un moment où vous pouvez toujours imaginer que votre psychologie fait machine arrière et vous bloque en disant non, tu ne vas pas y aller. Et finalement, ils y sont tous allés. Donc il y a un moment. Finalement, c'est une question presque philosophique que ça pose, c'est celle de la liberté humaine. Il y a un moment, c'est votre liberté que vous devez mettre en œuvre pour que le courage se débloque et vous permettre d'avancer et d'y aller. Et c'est peut-être aussi la force de la jeunesse. Et c'est aussi pour ça qu'à 20 ans, on en est plus capable. Et moi, ça m'a beaucoup, évidemment, fait penser au fantassin de 14, qui sort des tranchées. Il sait qu'il faut qu'il y aille parce que sinon, derrière, il a attendu. Et donc, il n'a pas d'autre choix que d'y aller. Mais il y a un moment, il faut qu'il mette en œuvre son courage. Ces hommes-là ont fait la même chose avec une différence, c'est qu'en plus, ça n'était pas leur terre. Le nom d'une plage, il y en a plusieurs, vous l'avez dit, il y en a une, Omaha Beach. Pourquoi cette bataille-là, pour cette plage-là, est plus légendaire, plus importante peut-être que les autres?
Parce que c'est celle qui a été la plus meurtrière, c'est celle sur laquelle la planète américaine était plus exposée en fait. Donc les Allemands se sont rués dessus, ont riposté finalement assez facilement. Ils le savaient, ils savaient mais il y a un moment il n'y avait plus le choix. Et donc c'est là que le carnage était le plus fort, et c'était la zone aussi la plus ample. Donc comme je vous le disais, les premiers débarquements de soldats se sont vraiment résolus en carnage. Et donc c'est ce nom-là qui a surnagé. Mais quand on regarde l'ensemble des plages du débarquement sur toute la journée du 6 juin, vous trouvez, compte tenu des effectifs engagés, des statistiques tout aussi édifiants. Après, il y a les photos de Capa aussi qui ont immortalisé. Oui, alors il y en a très peu qui ont été conservés. Oui, 11 seulement. Oui. Alors on a tout dit, vous savez, on a dit qu'il était tombé dans l'eau glacée, on a dit qu'il était tombé involontairement, on a dit qu'il avait été poussé, on a su en fait très tard que finalement c'était une erreur du laboratoire au moment du développement des photos. Elles ont été mises trop longtemps à chauffer et quand on s'en est rendu compte, elles étaient évidemment complètement inexploitables. On a parlé des Alliés, on a parlé des Allemands, et à Vichy, on faisait quoi et on pensait quoi à Vichy ? Alors, le maréchal Pétain a pris la parole. Oui, voilà. Le maréchal Pétain mais c'était pas en direct. Non, c'était pas en direct. C'était un discours qui avait été enregistré plusieurs mois auparavant, 3 mois auparavant, qui avait été quasiment dicté par les Allemands. Alors, le maréchal Pétain avait quand même pu finalement s'accorder sur certains termes, mais ça avait été le fruit d'une tractation, si vous voulez. Donc voilà, du côté français, évidemment, on savait que le débarquement allait aussi arriver. Et quelle était la position ? Que disait-il dans ce discours ? Il demandait d'une façon évidemment très consensuelle, compte tenu des demandes de l'occupant, de ne pas tenir compte des sirènes, de ceux qui allaient faire croire à un débarquement, etc. Quand je vous écoute, j'ai presque l'impression qu'au fond de lui, il soutenait ce débarquement. C'est difficile d'être dans sa tête à ce moment-là. Il n'avait pas senti le vent tourner aussi, peut-être. Il n'a pu écrire que ce qui lui a été permis d'écrire, si vous voulez. Maintenant, lui, il représentait les Français qui étaient restés en France pendant tout ce temps-là, c'est-à-dire quand même l'essentiel de la population. Et donc, le discours peut être lu de deux façons, si vous voulez. Du point de vue allemand, le discours tenait dans les clous, puisqu'il demandait en gros de ne pas jouer le jeu de ceux qui venaient prétendument les délivrer. Il faut imaginer qu'au fond de lui, il était content que ce cauchemar se termine, quoi. Est-ce que les Alliés ont gagné rapidement ? Parce que c'est vrai qu'il y a cette légende du 6 juin, du débarquement. Et ensuite, est-ce que finalement, lorsque les plages sont prises le soir même, tout coule de source ? Ou c'est pas si évident que ça et la guerre aurait encore pu être perdue ? La guerre n'aurait pas pu être perdue. La bataille de Normandie aurait pu durer encore plus longtemps. Mais il se trouve que le fait qu'elle ait duré tout l'été, c'est-à-dire 2 mois, vous prouve que finalement la résistance allemande a été assez acharnée. La situation était difficile parce que malgré le bombardement des gares de triage dans les mois qui ont précédé, les Allemands ont réussi à contourner les obstacles. L'idée justement des bombardements stratégiques sur des villes, donc des civils, qui devaient constituer des amas de ruines propres à empêcher les Allemands de traverser. Mais justement, les Allemands soit ont contourné les villes, soit se sont frayés parfois un chemin au milieu des gravats. Tout ça a fait durer finalement les choses, et le simple fait qu'on ait pensé à prendre camp en 3 jours et que, comme je vous le disais, il en a fallu 33, vous montre que finalement la résistance allemande a été importante, et que donc tout ça s'est étendu, d'où à la fin un bilan qui est quand même lourd en pertes humaines. Et après, la chose la plus incompréhensible, c'est sans doute le bombardement du Havre. Le Havre a été bombardé entre le 5 et le 11 septembre, après la fin de la bataille de Normandie, parce que son port représentait encore une importance stratégique, un enjeu stratégique pour les Alliés. Mais la réalité, c'est que les Allemands, évidemment, allaient déblayer les lieux. Et quand les Allemands ont proposé aux Anglais de faire évacuer la population, les Anglais ont refusé. Et ça reste la grande inconnue quand même de la fin de la guerre. Pourquoi le Havre a été bombardé, notamment les quartiers centraux, alors que l'état-major des Allemands était sur les hauteurs ? Donc là, la question de la nécessité se pose de façon très cruelle. C'est des questions que vous avez commencé à poser. Je pense qu'on y répondra, et on y répondra plus facilement, sans tabou, dans les années qui viennent. Oui, je pense que c'est quelque chose qui va se libérer de plus en plus, parce qu'il y a des études qui, dès 1945, montrent que voilà, il y a un manque de maîtrise des bombardements stratégiques, quelle qu'ait été leur nécessité peut-être sur le papier, et que voilà, tout ça est amené à s'ouvrir, et on en reparlera certainement. Merci beaucoup, Geoffroy Caillé, rédacteur en chef du Figaro Histoire. Alors, je reconseille ce hors-série, Le jour le plus long, c'est passionnant. Minute par minute, quasiment. Oui, on fait un minute par minute du 6 juin. Oui. Voilà, et puis
En complément, il y a un podcast qui a été tiré de ce hors-série qui s'appelle aussi Le jour le plus long, vous le voyez ici. C'est passionnant, on est en immersion totale dans cette journée du 6 juin 1944. On parle de